Saban Live vous présente une petite mise en bouche de Watermoon de Samantha Soto Yambao chez Bragelonne Éditions. Première partie. Jamais plus la fleur tombée ne retournera sur la branche. Jamais plus le miroir brisé ne resplendira. La boutique des si et des peut-être. Le temps n'a de frontières que celles que les gens lui tracent. En ce jour d'automne particulièrement froid, Ishikawa Anna lui avait donné pour frontière la plus fine couche de peau, celle de ses paupières. Aussi longtemps qu'elle les gardait fermées, elle maintenait la démarcation entre les deux moitiés de sa vie. Les 21 années écoulées avant qu'elle se décide à ouvrir les yeux, et tout ce qui allait arriver ensuite. Elle tira la couverture sur sa tête, encore brumeuse des vapeurs d'alcool de la veille, et fit comme si sa première matinée en tant que responsable de la boutique de prêteurs sur gage n'avait pas encore commencé. Comme si elle n'était pas parfaitement réveillée, alors que les derniers lambeaux d'un rêve qu'elle échouait à se rappeler s'étaient dissipés voici plus d'une heure déjà. Elle avait la tête plus lourde et la bouche plus sèche qu'à l'accoutumée, mais elle songea que c'était à mettre moins sur le compte de l'alcool bu hier soir que sur ce qui l'attendait aujourd'hui. D'ici à quelques instants, Toshio, son père, frapperait à sa porte, et la journée commencerait. Anna s'accrocha au fragile espoir que la quantité déraisonnable de saké avec laquelle ils avaient fêté la retraite de son père le garderait au lit un peu plus longtemps. Cet espoir, mais avait-il droit à ce nom tant il était ténu, semblait plus minuscule qu'un galet moussu de rivière et tout aussi glissant. Durant toutes ces années où Toshio avait tenu la boutique de prêteurs sur gage, il n'avait manqué d'ouvrir à l'heure qu'en 2 occasions. Et les 2 fois, il n'avait pas ouvert du tout de la journée. Mais jamais Anna et son père n'évoquaient ces 2 jours funestes. Jamais. Si la boutique des Ishikawa, que leur famille tenait depuis des générations, avait ressemblé à n'importe quel établissement de prêt sur gage, acceptant les diamants, l'argent et l'or, ils auraient pu avoir le loisir de s'accorder des congés maladie et des week-ends. Mais Toshio avait formé Anna à évaluer des trésors bien plus précieux. Pour leur négoce, la meilleure période commençait avec la fin de l'été, quand les nuits se faisaient plus froides et plus longues. La mélancolie était bonne pour les affaires. Cela n'avait pas d'importance que leur petite boutique, située dans une ruelle tranquille du quartier Asakusa de Tokyo, n'ait pas de nom. Ceux qui avaient besoin de ses services finissaient toujours par la trouver. Mais si quelqu'un avait eu la curiosité de demander à Anna quel nom, à son avis, conviendrait à la boutique, elle avait une réponse toute prête. Ikigai. Aucun autre mot ne lui correspondait mieux. À 1 an et quelques semaines, Anna avait appris à marcher sur le parquet de bois sombre de l'échoppe, et depuis lors, chacun de ses pas l'avait orientée dans une seule direction, se préparer à reprendre la charge de son père. Toshio était veuf, et Anna sa seule enfant. Tenir la boutique de prêteurs sur gage était la voie qu'on avait tracée pour elle, sa raison d'être à elle seule. Son ikigai. Mais jamais durant tout ce temps où petite elle avait joué aux pieds de son père, puis jeune fille avait travaillé à ses côtés, jamais aucun client n'avait pris la peine de s'enquérir du nom de la boutique. Ceux qui franchissaient sa porte avaient des questions bien plus urgentes à poser quand Toshio les accueillait en s'inclinant poliment. La première était presque toujours de demander où ils se trouvaient, suivie d'une deuxième pour savoir comment ils étaient arrivés là. Après tout, personne ne s'attendait à entrer dans la boutique d'un prêteur sur gage en franchissant la porte d'un restaurant de ramen. Tous ceux qui faisaient la queue à l'entrée de ce restaurant depuis longtemps populaire vous diraient que son shoyu ramen était le meilleur de toute la préfecture de Taito. Certains vous expliquaient que le parfum des bols fumants de Nuichi Jirimen et de lamelles de poitrine de porc parfaitement braisées, baignant dans un bouillon épais et sombre à base d'os de porc, les aidait à patienter. D'autres, au contraire, racontaient que ce fumet délicieux rendait leur attente interminable. Pour autant, tous humaient à plein nez la promesse savoureuse qui flottait dans l'air, jusqu'à ce que ce soit enfin à leur tour de pénétrer dans le petit restaurant exigu que l'on aurait qualifié de moderne il y a 20 ans. Ils y étaient accueillis par des murs jaunis,
placardé de photographies des clients célèbres du restaurant, puis il se faufilait jusqu'aux places libres. Mais quand il franchissait son seuil, certains clients affamés n'entraient pas dans le restaurant. Au lieu de cela, ils entendaient le tintement d'une clochette en cuivre accrochée à la porte et découvraient devant eux le comptoir d'une boutique de prêteurs sur gages, nimbé d'une lumière tamisée. Le tintement de la clochette retentit sous le crâne d'Anna, qui se recroquevilla sous sa couverture. Il l'appelait à se lever et à accepter l'inévitable. Elle plaqua les mains sur ses oreilles et livra bataille pour empêcher son esprit de sortir du lit avant elle. En vain. Certaines de ses pensées étaient déjà habillées et fermaient les derniers boutons de son uniforme de travail, un impeccable tailleur noir. D'autres se trouvaient déjà au bureau, un étage plus bas, à imaginer comment son père allait passer le premier jour de sa retraite, sans doute à la suivre de près et à vérifier tout ce qu'elle faisait. S'il constatait une erreur, il ne dirait rien, il ne le faisait jamais. Le plus léger haussement de son sourcil droit suffisait. Toshio préférait le silence aux mots, réservant son énergie et son souffle pour ses clients. Anna était devenue experte dans l'art d'interpréter sa respiration calme, ses demi-sourires et ses regards. Autant qu'elle s'en souvenait, elle n'avait vu son père perdre son sang-froid qu'une seule fois. Un après-midi d'orage, quand elle avait 10 ans, et qu'elle avait égaré une vieille montre mise en gage. Les yeux de son père étaient devenus plus noirs que les nuages qui roulaient au-dessus de la cour arborée de leur maison. Et lorsqu'il l'avait saisie par ses frêles épaules et avait approché le visage de son oreille, Anna avait senti son cœur s'arrêter. Sa voix avait été aussi douce que la brise, mais ses mots avaient hurlé en Anna avec plus de fureur qu'un typhon. Retrouve-la, maintenant. Anna ignorait ce qui serait arrivé si elle n'avait pas retrouvé la montre un peu plus tard cet après-midi-là, tombée derrière une pile de livres dans l'arrière-boutique. Ce qu'elle savait en revanche, c'était qu'elle ne voulait plus jamais entendre son père lui parler sur ce ton. Anna prit une inspiration nerveuse, ramenant ses pensées au présent. Un poids invisible s'appesantit sur sa poitrine. Elle se serait attendue à ce que son avenir pèse plus lourd, du moins plus lourd qu'un chat bien dodu. Mais l'empilement précaire des jours sur sa poitrine lui parut aussi léger qu'une montagne de coquilles de noix, chacun déjà creux et vide avant même d'avoir commencé. Elle connaissait par cœur chaque seconde des journées qui l'attendaient. Après tout, elle avait passé toute son existence à observer son père en train de les vivre. À présent, la vie de son père était devenue la sienne et, de ce jour, rien de ce qui allait lui arriver n'aurait le caractère de la nouveauté. Anna roula sur le flanc. Le coin d'une photographie jaunie dépassait dessous son oreiller. Elle récupéra la photo défraîchie et l'examina, toujours cachée sous sa couverture. Les yeux d'une jeune femme qui aurait pu être sa jumelle lui rendirent son regard. « Bonjour, Oka-Hassan, » dit Anna, saluant la mère qu'elle n'avait jamais connue, avant de replacer dans sa cachette la seule photo d'elle qu'elle possédait. Elle repoussa la couverture et entr'ouvrit les yeux, jetant un regard à travers le voile de ses cils noirs. Une fine tranche de lumière matinale perça ses iris. Elle referma les yeux et s'extirpa de son lit. Elle n'avait pas besoin de les ouvrir pour circuler dans sa chambre. Cette pièce et la boutique au rez-de-chaussée formaient l'entièreté de son monde. Un monde qui aujourd'hui lui paraissait plus exigu encore, et étrangement silencieux. Anna pencha la tête, tendant l'oreille pour percevoir le cliquetis familier des tasses et des bols en provenance de la cuisine. Seul le silence filtra par la porte de sa chambre. Elle se mordilla la lèvre. Le fait de prendre sa retraite ne suffirait pas à distraire un homme comme Toshio de ses rituels. Cela allait sans dire. Si le petit autel que son père entretenait dans leur maison honorait les esprits, la divinité à laquelle son père vouait un véritable culte était la routine. La tasse de thé vert qu'il buvait chaque matin était sacrée, peu importe la quantité de saké ou de whisky qu'il ait pu boire la veille. Anna colla une oreille à la porte de sa chambre. Seules 2 raisons pouvaient expliquer le silence qui régnait dans la maison. Et aucune d'elles n'était de bon augure. Derrière une boutique cachée à Tokyo, on vend des regrets,
du sable qui contient du temps et des instants suspendus qui ont changé le cours de l'histoire. Alors, l'autrice d'origine philippine, Samantha Soto Yambao, nous invite dans un Japon réinventé où la science dialogue avec la spiritualité et où chaque choix laisse une empreinte. Ce roman emprunte à la littérature japonaise sa manière de mêler le merveilleux au quotidien, l'émotion contenue à la lucidité. On y visite un musée suspendu dans les nuages dont les œuvres sont des grues de papier. Chacune incarne un fragment de temps, quelques secondes, quelques minutes, qui ont bouleversé le destin de milliers de personnes. Ce ne sont pas des souvenirs flous, mais des instants précis, lourds de conséquences, recueillis et exposés pour rappeler la puissance des choix et le poids de devoir vivre avec eux. Et puis il y a les cartes, ces objets que l'on croit neutres mais qui racontent autant qu'ils dissimulent. Watermoon nous rappelle que les frontières ne sont pas des lignes sur le sol, mais des constructions mentales, des tentatives pour se rassurer face à l'inconnu. Il s'agit d'un texte contemplatif, délicat, à lire comme on entre dans un sanctuaire, avec curiosité, respect et une forme de mélancolie douce. Les frontières n'ont pas de réalité, elles n'existent que dans notre esprit. J'ai été envoûtée par cet ouvrage. J'ai toujours un peu de mal avec la littérature japonaise trop onirique. Là, on est vraiment sur du compréhensible, de l'acceptable, et on rentre dans une histoire pleine d'amour, de sentiments, de questionnements, d'interrogations. Vraiment, je vous invite à lire Watermoon chez Bragelonne. C'est pour moi une vraie belle découverte. Si vous aimez, appréciez ce que je lis, ce que je vous fais découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Saban Live, à liker les vidéos et à les commenter. Je répondrai à tout à chacune, à tout à chacun. Et à très vite pour de nouvelles lectures.